Bonjour Christelle. Tom. Alors nous sommes arrivés au site rep numéro 90, nous sommes le 12 mai 2018 et les choses continuent d'aller dans la direction de l'escalade. Et puis on a des révélations qui sont très intéressantes et qui montrent à quel point l'OTAN est effectivement partie prenante dans cette agression depuis 2014 contre la DNR et la LNR. Donc je vais te laisser évidemment nous en parler. Je vais quand même faire une autre petite parenthèse, c'est que cette semaine on a apparemment l'arrivée de pièces d'artillerie particulièrement monstrueuses. Je veux simplement parler du Jackson B qui est un canon d'artillerie de 152 mm et qui fait de très gros dégâts. Voilà. Les dégâts, ouais, ils sont arrivés en masse là, sur la ligne de front, ça c'est assez mauvais. En termes de bombardement, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 148 reprises, donc un petit peu plus que la semaine dernière. On mettra le graphique, les gens pourront voir que c'est assez inégal. Il y a eu des jours où ils ont très peu tiré et d'autres où ils ont beaucoup plus tiré. Donc on est descendu, je crois 9 par jour, un jour, et puis 2 jours plus tard, on montait à 33 ou 36. Donc avec des grosses différences d'un jour à l'autre. Lors de cette semaine, l'armée ukrainienne a tiré 45 obus d'artillerie de 122 mm, 5 obus de chars d'assaut, 6 obus d'artillerie de 100 mm, un missile anti-char piloguidé, 697 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc sans compter bien sûr les tirs de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense antiaérien, lance-grenades et armes légères, qui porte le total à 4161 munitions tirées en une semaine, donc on est à plus que la semaine passée. Donc c'est une escalade assez légère pour le moment, c'est pas du gros truc. De toute façon, je pense que pour l'instant, ils sont en train de fourbir leur plan, de préparer la suite côté ukrainien, mais je pense qu'ils sont pas encore prêts. Et de ramener des munitions, parce qu'ils ont quand même subi, je dirais, un gros problème là avec le dépôt d'armes, le dépôt de munitions qui a explosé encore. Qui a explosé encore, ouais, donc ils sont un peu mal barrés. Ces tirs ont visé 21 localités de la République. Il faut y rajouter 35 violations et 1258 munitions durant les dernières 24 heures. Donc situation à suivre dans la semaine qui vient, voir si on continue sur une tendance à la hausse ou si on se maintient plus ou moins sur les mêmes niveaux. Suite à ces bombardements, 2 civils ont été blessés, 2 soldats de la RPD sont morts et 3 soldats ont été blessés. Il faut y rajouter une jeune fille de 15 ans qui a été blessée cette nuit à Gorlovka. Les tirs de la semaine ont endommagé plus de 40 habitations, auxquelles il faut ajouter 6 habitations de plus durant les dernières 24 heures à Gorlovka. Ils ont bombardé les alentours de la mine Gagarine. En termes d'armes lourdes présentes sur la ligne de front, là on recommence à atteindre des scores assez importants malheureusement, puisque les services de renseignement de la RPD ont détecté 133 pièces d'armement lourd près de la ligne de front. Alors on précise quand même que ça n'est que ce que a vu le service de la DNR. Les services de la RPD, d'ailleurs je vais parler après de ce que l'OSCE a détecté pour bien voir que, comme je le dis toujours, entre ce que nous on détecte et ce qui est absent des zones de stockage côté ukrainien, il y a une différence. Donc là, on a détecté 12 obusiers tractés de Jackson B de 152 mm, 25 obusiers tractés D20 de 152 mm, 16 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 8 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 17 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 8 canons anti-char Rapira de 100 mm, 18 mortiers Sanit de 120 mm, 5 systèmes de défense anti-aérien Strela 10, 7 chars d'assaut T-64 et T-72 et 17 BMP BTR et automitrailleuses. Et de son côté, justement, l'OSCE a noté cette semaine l'absence des zones de stockage de plus de 150 pièces d'artillerie côté ukrainien. Donc on voit bien que ce que nous on détecte, c'est à minima. C'est un chiffre à minima. La très grande présence de pièces de 152 mm, moi je trouve ça assez inquiétant, personnellement. Surtout que j'ai vu passer une information là, juste avant le site rep indiquant que des équipes de journalistes étaient présentes côté ukrainien proche du front et semble-t-il sont là pour filmer des bombardements de la part des RPD sur les positions de l'armée ukrainienne. Donc on craint des provocations là. 152, on rappelle qu'un seul obus de 152 peut suffire pour détruire une maison. C'est du très gros calibre quand même.
Après, au-delà, c'est le canon pion à 203 mm. Mais ouais, c'est presque du canon de marine, hein, 203 mm. Voilà, voilà. Donc, bon, déjà 152, ça fait un beau cratère quand même. Oui. Pendant ce temps-là, le commandement ukrainien continue d'essayer de faire des économies en alignant le mode de fonctionnement de son armée sur celle des pays de l'OTAN. Par exemple, en remplaçant les commandants de peloton par des sergents. Donc la prochaine formation de ces futurs pseudo-officiers doit avoir lieu du 3 au 6 juin à titre expérimental. Tout le monde au sein des forces armées de la RPD a hâte de voir comment ces sergents vont recevoir en 3 jours la même quantité de connaissances qu'un officier issu d'une école d'officiers supérieurs qui nous reçoit normalement en 4 à 5 ans. Et est-ce que ça va donner en termes de commandement? Je pense que ça va pas être piqué des... En termes de commandement, oui, ça risque d'être folklorique. Voilà, ça va être ce qu'on avait décrit la semaine dernière, hein, ça va être des unités où on va voir plein de pertes hors combat parce que les gars respectent pas les consignes de sécurité, le matériel qui disparaît, enfin, ce genre de sketch, quoi. Des Zabrodsky en puissance, ouais. Puissance, hein. Autre chose qui est vraiment catastrophique au niveau de l'état de l'armée ukrainienne, c'est le taux de remplissage des unités, qui est de pire en pire. Donc, bon, grâce à des mensonges promettant un salaire mirobolant à ceux qui acceptent d'aller sur le front même, les unités stationnées sur la ligne de contact sont remplies à seulement 70%. Tandis qu'à l'arrière du front, ce taux s'effondre à moins de 48%. 48, tu te rends compte? Les unités qui sont à l'arrière du front sont à peine remplies à moitié. Ouais. Pour remplir les trous, les autorités ukrainiennes ont lancé donc une conscription de printemps, on en avait déjà parlé, qui est en réalité une vague de mobilisation, c'est déjà la 7e ou 8e. Ils ont fait tous les hôpitaux psychiatriques, ils ont c'est déjà le cours, tous les types qui ont un peu la bouteille à la main. Voilà, la bouteille à la main, etc. Parce que là, bon, vu le nombre de futurs appelés, on peut pas appeler ça autrement qu'une vague de mobilisation. Puisque, bon, si pour ne pas affoler les candidats et empêcher qu'ils ne s'enfuient en masse, Kiev prétend n'appeler sous les drapeaux que 15 000 soldats, en réalité, c'est 38 000 hommes qui seront appelés sous les drapeaux. Donc, 38 000 hommes, bon, sachant que l'armée ukrainienne, qui est sur la ligne de front, qui est normalement censée être environ une centaine de milliers d'hommes. Oui. Les hommes, ils sont où? Ils sont ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent à recruter l'équivalent de 40% de ce qu'ils ont actuellement dans le Donbass. C'est un problème, là, les enfants. Ouais. Voilà. Les unités de l'RPD ont de nouveau capturé un soldat ukrainien sur la ligne de front. Il a été amené le 10 mai constater le résultat de ses actions à Donetsk même. Il s'agit d'un soldat des forces spéciales du corps de marine de l'armée ukrainienne qui a participé à de nombreuses opérations contre les habitants de la RPD. L'homme de 35 ans a été amené en ville où une grand-mère qui a perdu tous ses proches à cause des tirs de l'armée ukrainienne l'a pris à partie. L'homme a été assez effaré de voir ce qu'ils avaient réellement bombardé, a déclaré que ses supérieurs lui avaient dit et montré toute autre chose. Donc on voit bien que la propagande ukrainienne tourne à plein régime et que ce qu'ils montrent et racontent à leurs soldats, c'est Fantasyland, quoi. Voilà. C'est très proche, à mon avis, de la propagande que les nazis c'est ça, utilisaient pour enfumer les troupes. Donc il a ensuite été amené dans l'allée des Anges, donc c'est l'allée qui est dans un des grands parcs de Donetsk. Donc il y a un mémorial en fait qui est dédié aux enfants qui ont été tués dans la... C'est une pierre tombale avec les noms et les âges. C'est une pierre avec les noms et les âges de tous les enfants qui ont été tués en RPD depuis le début de la guerre. L'homme s'est alors effondré en larmes à genoux devant le mémorial. Il a dit qu'il était absolument choqué, que lui-même était un papa et que donc le fait de voir autant de monde enfants tués, ça l'a vraiment détruit. Il a aussi été choqué que des écoles soient prises pour cible. Il a déclaré, donc il a été assez bavard, comme le Géorgien là, qu'on avait attrapé. Il a déclaré que des étrangers, dont des Britanniques, servaient côté ukrainien en uniforme britannique avec des véhicules militaires anglais, avec lesquels ils allaient jusqu'à la ligne de front et tiraient vers la RPD. Donc, la perfide Albion, toujours dans les sales coups, forcément. Voilà. Et ça montre bien que, comme tu disais en début de site web, que l'OTAN est bien plus impliquée que ce qu'il veut bien dire dans la guerre actuelle. Il a aussi confirmé que de moins en moins de soldats croient en la propagande ukrainienne et pourraient se retourner contre Kiev. Donc on mettra un lien vers une vidéo YouTube. Donc elle est sous-titrée en anglais, je suis désolée, je n'ai pas de version sous-titrée française. Mais au moins les gens qui parlent anglais pourront comprendre et voir que voilà, c'est
ce que je raconte est vrai, quoi. Hein. Ce monsieur, il était vraiment. Mais c'est marrant, quoi. À chaque fois qu'on les amène devant leur crime, tu vois vraiment que ils sont en fait, ils savent pas sur quoi ils tirent. Hein. Ils savent pas sur quoi ils tirent. Sauf les néo-nazis, hein. Eux, ils savent. Voilà, eux, ils savent, mais eux, ils s'en foutent. Voilà. Mais en fait, la plupart des soldats ukrainiens, ouais, ça doit être comme l'autre à qui on racontait que c'était des positions de l'armée russe, quoi, et puis qui découvrent qu'en fait, c'était des grands-mères qui vivent dans les câbles, quoi. Enfin, mais ça, c'est, je veux dire, c'est pour ça que le temps est le pire ennemi de la propagande, c'est qu'à force, ce que constate ce soldat est en train de se propager, de se connaître dans les troupes. Bien sûr, hein, donc, c'est paru sur tous les sites d'information de la RPD, mais aussi russe. Hein, donc là, la vidéo qu'on vous mettra, c'est une vidéo de Vesti, donc, qui est une émission de Rossiya 24, qui est une grande chaîne russe publique. Bon, ça va faire le tour. Hein. Ça va arriver en Ukraine. De toute façon, en Ukraine, les gens regardent les chaînes d'information russes. Faut pas se leurrer. S'ils peuvent pas par l'intermédiaire direct de la télévision, parce que les autorités... Internet, ils savent très bien maintenant comment utiliser un VPN, hein, entre autres pour aller sur Vcontact. Donc, je veux dire, c'est les prendre pour des... La junte à Kiev se fourvoie complètement et elle va le payer très cher, hein, de ce point de vue. Hein. Et pendant que l'armée ukrainienne se délite de plus en plus, Avakov lui annonce que le plan de désoccupation du Donbass sera prêt dans les mois à venir. Donc, il semble qu'ils aient mis sur pied un groupe de travail pour élaborer ce plan qui a identifié les défis et les menaces dans les territoires occupés temporairement. Mais déjà, ils sont pas occupés et ce sera pas temporaire. Hein. Je vais vous asseoir dessus. Donc là, ils sont en train de mettre au point un plan de mesure pour préparer les unités du ministère de l'Intérieur pour le rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine dans les territoires de la RPD et de la RPL. Donc ça, c'est Avakov qui en a parlé lors d'une réunion avec les chefs de tous les organes exécutifs centraux du ministère de l'Intérieur. Il a dit: cet été, nous devons avoir ce document entre les mains. Il comprendra 2 parties, préparatoire et pratique. L'objectif principal du plan est la libération des territoires temporairement occupés, la restauration du système constitutionnel de l'Ukraine, la protection des droits et libertés de nos citoyens. J'ai le droit de rire pour le dernier morceau de la phrase. Parce tu peux. On voit comment vous pouvez protéger les citoyens. Enfin, ils n'ont pas besoin de vous. Hein. On n'a pas besoin d'une protection comme ça, vous êtes gentils. Voilà. Le ministre a fait remarquer que le volet information jouera un rôle important. Donc en clair, la propagande va abattre son plein. Oh bah. Il en reste que ça, hein, d'ailleurs. Hein. Je crois pas que... Voilà. Donc ils ont dit: nous devons faire participer le public à la discussion du plan et informer la population à chaque étape. En clair, essayer d'enfumer tout le monde et bien leur laver le cerveau. Moi, je traduis pour ceux qui ne comprennent pas le langage Avakov. Brainwashing. Le brainwashing. Voilà. Donc, après, il est parti dans un délire, disant que de toute façon, ces unités ont déjà une expérience en fait, de résoudre les problèmes de sécurité dans les territoires qui avaient été récupérés par l'Ukraine en 2014, hein, mais aussi les problèmes domestiques de la population locale. En les expulsant de leur maison, en les torturant, en les arrêtant pour n'importe quoi. Les viols aussi. On peut pas avoir la même définition de certains mots. Hein. Ah oui, c'est clair. Oui. En tout cas, cette annonce est pleinement dans la continuité de cette autre annonce qui avait été faite le 6 avril, hein, suite à la réunion d'Avakov avec la délégation américaine là, hein, du Conseil américain pour la politique extérieure, hein, qui avait déclaré que les unités du ministère de l'Intérieur se préparaient à la désoccupation du Donbass avec l'aide des casques bleus, hein, parce qu'ils comptent toujours sur les casques bleus pour leur prêter main forte. Eh ben, dis donc, ils doivent en consommer des chocolats magiques. Hein. Ouais. Parce que, je ne veux pas être méchante, mais vu l'état de votre armée, je ne vois pas bien ce que vous allez être en état de faire. Par une offensive locale ou un bain de sang en bombardant les zones civiles massivement, je ne vois pas là. Et puis les casques bleus, ils ne les obtiendront les casques bleus, pas. Vous n'aurez pas vos 24 000 casques bleus. Les RPD et les RPL vous diront fuck off et puis vous irez vous brosser. Quoi. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Si on regarde ce qui s'est passé en RPD, donc la semaine a été assez chargée avec beaucoup de festivités. On a commencé donc le 8 mai, comme chaque année, par une cérémonie en l'honneur des vétérans de la Seconde Guerre mondiale
et en l'honneur des 2 victoires qui ont été remportées à Sao Mogila en 1943 et en 2014. Donc, la cérémonie s'est tenue là-bas. Donc, je rappelle, c'est cette colline qui est située dans l'est de la RPD, qui est pas loin de la frontière avec la Russie, qui a été le lieu de bataille assez féroce entre l'armée rouge et l'armée nazie. Une fois que ce verrou a été débloqué, l'armée rouge a très rapidement libéré le Donbass en 1943, à l'automne 1943. Et en 2014, c'est ce verrou qui a permis ensuite de gagner la bataille des frontières. Oui. Et donc pour les RPD de récupérer l'accès à la frontière avec la Russie et donc de désenclaver, de désasphyxier en fait la République. Mmh. Donc, comme chaque année, on le fait la veille de la cérémonie du 9 mai, la veille de la parade de la victoire. Donc là, il y avait à peu près 20 000 personnes qui étaient venues pour l'événement le 8 mai, pour honorer donc, ceux qui sont morts, pour reprendre le contrôle de cette hauteur stratégique par 2 fois. Parce que c'est ça l'intérêt de Sao Mogila, c'est que c'était une hauteur depuis laquelle tu vois des kilomètres. Oui, c'est un point haut. Hein. Militairement, c'est très important. Militairement, c'est très important. Donc, de par ces 2 batailles qui ont frappé le même lieu à 71 ans de distance, bien sûr, Sao Mogila est devenu le symbole de la résistance du Donbass. Ah bah oui. Avec un parallèle évident, c'est-à-dire que c'était les nazis en 1943 et c'était les néo-nazis en 14. Les néo-nazis en 2014, exactement. Voilà. D'ailleurs, Zakharchenko a rappelé que par 2 fois on avait vaincu le même genre de peste ici. Je vais en parler après. Beaucoup de gens donc, sont venus fleurir les tombes des soldats qui sont enterrés au pied et au sommet de la colline. Et une cérémonie religieuse a eu lieu face à la chapelle Alexandre Nevsky, qui, je rappelle, avait été inaugurée là-bas l'an passé. Les autorités et les citoyens de la République sont ensuite venus déposer des fleurs devant la flamme éternelle qui se tient devant les restes du monument commémoratif qui se tenait là. Je rappelle qu'il y avait une énorme tour devancée par une statue. Le tout a été détruit bien sûr lors des combats en 2014 et s'est complètement effondré sur le haut de la colline, donc il n'y a plus qu'un tas de ruines. Le chef de l'État, bien sûr, Alexandre Zakharchenko était là, ainsi que plusieurs ministres et députés. Donc Alexandre Zakharchenko a fait un discours face aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous citer une petite inso. Il a dit, je cite, « Demain est un grand jour de fête pour nous, le jour de la victoire. Pour nous, Sao Mogila est un lieu saint. Ici, nos ancêtres ont défendu notre terre contre la peste fasciste. Ici, nos compatriotes se sont battus et sont morts. Ici, des milliers de soldats de l'armée rouge sont tombés. Nos parents et amis ont été tués ici. L'exploit de ces gens ne sera jamais oublié, il vivra dans nos cœurs. Honorons-les d'une minute du silence avec le souvenir lumineux de ceux qui sont morts en défendant notre patrie. Mémoire éternelle pour eux. » Donc ensuite, ils ont fait une minute de silence, 3 salves de salut. Il a poursuivi ensuite. Aujourd'hui, notre pays vit, se construit, se développe, nos enfants vont à l'école. En ce moment, nos frères, nos pères sont sur le front et protègent notre vie paisible. Aucun pays au monde n'a survécu à ce que vit la République populaire de Donetsk. Nous n'avons pas été brisés et personne ne nous brisera jamais. Tout ennemi doit se rappeler que le Donbass est invincible et je suis sûr que notre pays vivra et que nous prospérerons. Prospérerons, oui. Donc voilà. Donc le lendemain, bien entendu, 9 mai, c'était la parade de la victoire. Donc là, on célébrait les 73 ans de la victoire de l'URSS sur le nazisme. Alors pourquoi le 9 mai? C'est une petite anecdote. Pourquoi ça n'est pas fêté le 8 mai comme en Europe? Tout simplement parce que l'heure de signature de l'acte de capitulation de l'Allemagne a eu lieu le 8 mai à 22h43, heure fuseau horaire d'Europe centrale. Or, Moscou est bien plus à l'est. Oui, et donc, en fait, il a été signé à minuit 43, heure de Moscou, c'est-à-dire le 9 mai à minuit 43. D'où le fait qu'en Russie, c'est célébré le 9 mai, et non pas le 8. Voilà, petit moment histoire. Donc, suivant la tradition soviétique puis russe, la République populaire de Donetsk a organisé une parade militaire, lors de laquelle soldats et équipements militaires ont remonté l'artère principale de la capitale, suivi du défilé du régiment Immortel. De nouveau cette année, en plus des pièces d'équipement militaires modernes, on a eu droit aux pièces d'équipement qui datent de la Seconde Guerre mondiale, comme le fameux char d'assaut T-34 et le Katyusha, donc les premiers lance-roquettes multiples, qui étaient surnommés les orgues de Staline. Un T-34 ou un T-34-85 est une évolution du T-34 avec une tourelle plus massive, avec un canon beaucoup plus puissant.
Le T-34 d'origine, c'était une petite tourelle avec un petit canon. C'est peut-être... Non, c'est le T-34-85 alors. D'accord, ok. Donc la parade cette année fut marquée par la présence d'un contingent de soldats d'Ossétie du Sud venus défiler aux côtés des soldats de la RPD. Donc ils ont tenu, je pense, à montrer que effectivement l'Ossétie du Sud se tiendrait aux côtés de la RPD si nécessaire, y compris militairement. C'est pour ça qu'il faut comprendre cette présence. C'est la première année qu'on a un contingent comme ça de soldats étrangers. C'est ça. Oui, oui. Après la parade militaire, donc, ce sont les habitants de la République qui ont participé en masse au défilé du régiment Immortel, chacun et chacune portant une ou plusieurs photos de proches morts pendant la Seconde Guerre mondiale ou lors de la guerre actuelle qui frappe le Donbass. Donc on avait des photos en noir et blanc et des photos en couleur, beaucoup de photos en couleur, heureusement. Ouais. J'ai filmé tout le défilé, il y a des moments c'était dur quand tu regardais le nombre de photos en couleur, ça faisait mal quand même. Cette année a vu une participation record à cette action avec environ 72 000 participants. Ah oui, c'est musclé, hein. Oui, oui. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais. Le défilé du régiment Immortel a duré une bonne heure et s'étendait sur plusieurs kilomètres. L'ensemble a été vu par 35 000 personnes, habitants de la République et visiteurs venus de la zone du Donbass contrôlée par Kiev, mais aussi de l'étranger, qui étaient venus assister aux célébrations du jour de la victoire. Donc, il y avait des délégations étrangères là, qui étaient présentes jusqu'à aujourd'hui et qui ont assisté bien entendu aux festivités. Et on a remis ça le 11 mai. Alors le 11 mai c'est le jour de la République. Alors c'est quoi le jour de la République? Et bien en fait c'est la célébration de l'anniversaire du référendum qui a eu lieu, je rappelle, le 11 mai 2014 dans les deux régions de Donetsk et de Lugansk, les deux oblasts. Où les habitants de ces deux oblasts ont voté pour décider s'ils voulaient rester au sein de l'Ukraine ou devenir indépendants. Je rappelle que le résultat du référendum était clair et sans appel, puisque 89,07% des votants dans l'oblast de Donetsk et 96,2% dans ceux de Lugansk avaient choisi l'indépendance. 4 ans plus tard, bien entendu, les deux républiques célèbrent comme il se doit cet anniversaire avec des festivités. En RPD, il y a eu des expositions, concerts, manifestations sportives et défilés des villes et districts de la RPD. Plus de 35 000 personnes qui ont défilé dans l'artère principale de la capitale pour célébrer le référendum qui a donné naissance à la République. Comme l'an passé, la colonne était menée par un groupe de motards du club Les Loups de la Nuit, donc le fameux club de motards qui est basé en Russie, portant des drapeaux de la RPD, de la RPL et de la Russie, donc pour rappeler l'intégration croissante des deux républiques avec leurs grands voisins russes. Alors moi j'ai noté que les drapeaux russes d'ailleurs étaient encore plus nombreux dans le défilé que l'an passé. L'an passé on en avait je crois entre un quart et un tiers, là je crois qu'on est pratiquement à la moitié. Des drapeaux qui étaient des drapeaux russes. Donc ça confirme qu'il y a un renforcement des liens entre la RPD et la Russie. Comme l'année dernière, en plus des villes et districts actuellement sous contrôle de la RPD, des groupes de représentants ont défilé au nom des villes de la République qui sont actuellement sous contrôle de Kiev, comme Kramatorsk, Slaviansk ou Mariupol. Slaviansk et Kramatorsk avaient donné la première résistance, les premiers fronts de résistance contre la junte de Kiev. Je me rappelle très bien de ça, c'était très chaotique. Il y a eu de sacrés combats à Slaviansk, Kramatorsk, c'était la population civile qui arrêtait les BTR et les véhicules blindés de l'armée ukrainienne à main nue, quoi. Ils se mettaient devant, ils entouraient les trucs et ils empêchaient les gars de passer. Donc là, la RPD a tenu à rappeler que ces villes qui ont actuellement la malchance d'être occupées par l'armée ukrainienne ne sont pas oubliées. C'est pas parce qu'elles sont de l'autre côté de la ligne de front qu'elles ne font pas partie de la RPD. Des délégations donc venues de 12 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Serbie, ont participé à ces festivités. Plusieurs des membres de ces délégations ont été décorés d'ailleurs par Alexandre Zakharchenko, le chef de la RPD, entre autres Nicolas Mirkovic, avec qui j'ai fait donc une mission humanitaire cette semaine. Très grosse, plusieurs missions en fait humanitaires dans plusieurs villes de la RPD. Donc il y aura des vidéos qui vont venir là-dessus. À destination principalement des enfants et des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. C'était une semaine très chargée. Donc des vidéos qui seront évidemment diffusées par l'intermédiaire de ton site rep, le prochain site rep. Ouais, on en reparlera, je mettrai les liens, j'espère avoir fini de
les vidéos à ce moment-là, mais de toute façon, les gens peuvent retrouver sur le site de Denis, comme toujours. Hein, oui, aussi, oui. Alors, j'ai 2 pendant ce temps-là à Kiev. J'en ai deux. Alors, bon, on garde notre clown en chef pour la fin. Oui, pour la fin, quand même. Ah bah oui. Alors, on commence par la chaîne TSN, donc, qui est vraiment une chaîne pro-Ukraine en Ukraine. C'est vraiment, ils sont à fond sur la propagande officielle. Alors, en fait, donc, il y a eu quand même un défilé du 9 mai à Kiev, hein, parce que c'est un peu compliqué quand même pour eux d'empêcher totalement ces manifestations, même s'ils ont tenté de faire leur maximum pour qu'elles n'aient pas lieu. En envoyant des bataillons néo-nazis perturber le défilé, par exemple? Oh, il y a eu des interdictions d'un certain nombre de trucs, il y a eu des affrontements avec la police, donc... ouais. Il y a eu, donc... TSN a bien sûr fait des articles et des vidéos là-dessus, et donc, entre autres, ils ont publié un article sur les troubles qui ont émaillé la manifestation, entre autres les affrontements avec la police. Et là, au milieu de l'article, on montrera 2 screenshots. Un qui a été fait avant et après la modif. Parce qu'ils ont glissé une énorme boulette. Un lapsus révélateur, moi j'appelle ça. Hein. La langue qui a fourché. Donc, une grosse bourde qui s'est glissée dans l'article, qui a été corrigée par la suite. On a entre autres une phrase qui disait que, en général, les défilés qui ont eu lieu dans la capitale étaient pacifiques. De temps en temps, les participants du régiment immortel propagandiste, tu vois, c'est bien des gens qui sont là en train de commémorer leur mort de la Seconde Guerre mondiale, on va dire que c'est des propagandistes, vocifèrent des slogans anti-ukrainiens tels que le fascisme ne passera pas et Bandera hors de Kiev. Voilà. Alors, par la suite, ils se sont quand même rendus compte de l'énorme boulette, ils ont changé la phrase en remplaçant le tel que, qui est le Chasnosti en russe, par ainsi que, attaque G en russe, ils ont remplacé par des slogans anti-ukrainiens tels que le fascisme ne passera pas, par des slogans anti-ukrainiens ainsi que le fascisme ne passera pas. Parce que tel quel, la première version, ça veut quand même dire que le régime de Kiev est un régime fasciste. Ouais, et que l'Ukraine est un état fasciste. Hein, parce que si dire le fascisme ne passera pas est un slogan anti-ukrainien, hein, 1 + 1 = 2, chez moi ça veut dire ça. Mais ils n'ont pas été assez rapides. Les médias russes ont eu le temps de faire un screenshot, et entre autres plus Vesna, donc on mettra le lien. Et donc, ils se sont fait allumer, tout le monde se fout de leur gueule. C'est bien, c'est les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les mecs, ils admettent eux-mêmes qu'ils sont fascistes. Ou alors c'est un résistant ukrainien au système. Ukrainien, sur la chaîne TSN, je sais pas. Mais là, c'est énorme quand même. Hein. Oui. Dire, des slogans anti-ukrainiens tels que le fascisme ne passera pas. Là, quand on me l'a sorti, sur le coup, j'ai demandé le lien. Donc je remercie Roman hein, qui m'a envoyé il se reconnaîtra. Roman qui m'a envoyé ce truc, j'ai halluciné, je dis c'est pas possible quand même, mais si, ils nous l'ont fait quand même. Slogan anti-ukrainien tel que le fascisme ne passera pas. Eh ben, le taux d'alcoolémie devait être violent quand même. Hein. Ouais. Il y en a qui ont abusé des chocolats magiques. Et donc le deuxième pendant ce temps-là à Kiev, hein, qui nous a offert par notre clown en chef, M. Poroshenko. Alors lui, il a carrément osé nous sortir qu'il aime pas l'argent. Ouais. Ça c'est ce qu'on appelle une chutzpah. Tu vois, c'est le truc, mais c'est stratosphériquement culotté. Ah oui, non, mais là c'est plus que culotté quand même. Hein. Donc il nous a sorti ça parce qu'il a fait une interview avec une agence de presse allemande. Et donc ils l'ont interrogé sur la difficulté de détruire hein, les oligarques qui sont puissants en Ukraine, alors qu'il est lui-même un oligarque. Hein. Bon, Poroshenko a dit qu'il n'avait pas de réticence à faire ça, qu'aucun des oligarques ne peut espérer des privilèges en Ukraine. Et quand le journaliste demande à Poroshenko de continuer une phrase commençant par « J'aime l'argent parce que », le président lui a répondu qu'il n'aime pas l'argent. Oui, c'est ça, bien sûr. Vu comment il a augmenté sa fortune personnelle depuis qu'il est président ukrainien... Oui, et de la façon la plus dégueulasse possible en plus, hein, voilà. Parce que il s'est pas franchement... comment je dirais, inquiété de l'aspect moral de ce qu'il a fait. C'est pas d'une manière honnête.
Donc, voilà, comme explique, si t'aimes pas l'argent, comment ça se fait que ta fortune, elle arrête pas de grimper? Je vais dire, si t'aimes pas l'argent, tu le distribues, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ça. Là, il y a quand même un des hommes les plus riches d'Ukraine. Non, mais il escompte qu'il y ait des abrutis qui vont gober ça comme un œuf, quoi. Quand t'aimes pas l'argent, tu deviens pas milliardaire, faut arrêter les bêtises. Bah, c'est clair. Voilà, et attends, il a continué, parce que il a dit ensuite que quand s'il compare ses carrières politiques et commerciales, il a dit, je cite, je dirais que je fais tout ce qui est possible et encore plus en tant que politicien, car le destin d'une grande nation en dépend. Si nécessaire, je donnerai ma vie pour cela. Oh, il veut nous faire couler une larme sur la joue, Non, Porky. j'ai presque envie de lui dire, t'inquiète pas, ça risque effectivement d'arriver, mais pas de la façon que tu penses. Gris. Ouais. Je pense que Grégory finira avec la tête au bout d'une pique. Ouais. Donc voilà, c'est ça la situation pour cette semaine. Les délires côté ukrainien. Bon, je pense que pour l'instant, on va aller vers des bombardements qui vont se poursuivre jusqu'à ce qu'ils soient prêts ou qu'ils aient plus d'autre choix que de tenter quelque chose, parce que vu l'état de leur armée, avec à peine 50% de remplissage de leurs unités à l'arrière du front et 70% pour cette question sur le front en brandissant la carotte du pognon, ouais. je pense que leur vague de mobilisation, ça va faire un flop comme les dernières. Je pense qu'ils vont être très loin de recruter les 38 000 hommes dont ils ont besoin. Je vais dire, sans ça, ils peuvent toujours fantasmer sur l'avenue de Casque Bleu, mais ils viendront pas. Donc, en l'état actuel de leur armée, je crois que ça va être assez compliqué pour eux. Sauf opération suicide de la dernière chance, si l'Ukraine s'effondre brutalement. En tout cas, les États-Unis, suite à la livraison des javelines, ont en tout cas l'air d'insister pour qu'ils ne soient pas déployés dans le Donbass. En tout cas, je vois pas l'intérêt de livrer des javelines si tu les envoies pas sur le front. Si c'est juste pour faire mumus sur le polygone d'entraînement. Mais ça coûte un bras en plus. Ça coûte un bras en plus, ces trucs. Je veux dire, bon, je crois que les Américains ont bien compris qu'après le coup des Tomahawks qui ont fini à Moscou, je crois que ça les a un peu vaccinés. Enfin là, c'est trop tard, ils les ont envoyés. Donc, voilà, donc là, ils se sont dit les javelines. On va éviter de leur envoyer les javelines avec. Ils ont un peu peur. Très peur. Mais le problème, c'est que, comme tu laissais entendre hors Citrep, hors la vidéo, c'est que Poroshenko, enfin la junte de Kiev, est complètement aux ordres de Washington. Donc, situation à suivre, entre autres avec la Coupe du Monde qui doit avoir lieu en Russie, avec le risque là aussi qu'ils essayent de faire des provocations pour provoquer un boycott. Bah oui, il y a 2 antécédents d'ailleurs de ça. C'est-à-dire l'attaque en Géorgie contre l'Ossétie du Sud. Voilà, et puis le Maïdan qui avait eu lieu pendant les Jeux de Sochi. C'est ça, exactement. Les deux en même temps que les Jeux Olympiques, histoire de donc, voilà. Bon, voilà, on voit bien avec l'affaire Skripal aussi. Je pense sincèrement, comme le disent beaucoup d'analyses, dont Xavier Moreau, que la grande crainte des élites européennes, c'est que les gens ouvrent les yeux sur la réalité de la Russie. Oui. Parce que c'est ça qui va se passer quand les gens vont se rendre en Russie, à Moscou, à Saint-Pét, pour les compétitions de football. Ouais. Ils vont voir le vrai visage de la Russie, par eux-mêmes. Sans filtre, sans l'image que leur en donne la télévision. Et ça risque d'être extrêmement destructeur pour la propagande dévastateur même, dévastateur. Parce que même sans ça, il y a quand même des gens qui ouvrent les yeux, même sans y être allés. Alors avec ça, c'était quand même des dizaines de milliers de fans qui vont débarquer en Russie. Et qui vont voir par eux-mêmes que la Russie n'est pas un pays d'arriérés, que Moscou et Saint-Pét, ça ressemble à Paris, Londres ou Madrid, et que la Russie n'a rien à envier à un nombre de pays occidentaux, que c'est pas du tout un pays à moitié sauvage, avec des Russes diaboliques, des barbares, et d'ours qui se trimballent en liberté. Bon, il semble que ce soit un ours qui fera l'ouverture. Il semble qu'ils ont dressé un ours pour lui apprendre à tenir le ballon de foot. C'est assez rigolo. Donc, je pense qu'effectivement, ils ont très très peur. Je pense qu'ils ont très très peur et qu'ils veulent tout faire pour essayer de provoquer un boycott en fait de la Coupe du Monde. Donc
Donc il est possible qu'on ait, en tout cas à minima, des provocations, peut-être pas une offensive, mais des provocations sanglantes, etc., pour obliger à des réponses de notre côté et dire, vous voyez, la Russie bombarde l'Ukraine, ou je sais pas quelle connerie, c'est ça, Ils ont essayé avec l'affaire Skripal, ça s'est effondré comme un vieux soufflet pourri. Ah oui, là, c'est... Avec le CIO et puis les enquêtes, etc. Non, mais c'est ça le problème, c'est que la propagande, son pire ennemi, c'est le temps. C'est qu'à un moment donné, il y a des informations... C'est toujours, hein, si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, mais elle finit toujours par arriver à destination. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, la vérité finit par arriver. Les sportifs russes sont en train d'être blanchis par le tribunal arbitral du sport, qui a prouvé que le rapport McLaren, ça repose sur du vent. Un témoignage complètement bidon qui tient pas la route. Ouais. Là, l'affaire Skripal, il y a tellement de trous là-dedans que il y en a plus que dans un émental. Même l'OIAC ne parle pas de Novichok, il parle de substances chimiques. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être du BZ. Ils ont détecté du BZ dans les échantillons. Les symptômes des Skripal ressemblent à une intoxication au BZ. Et pas du tout à une intoxication Novichok. De toute façon, ça aurait été une intoxication Novichok qui serait mort. Il faut arrêter les conneries. Le Novichok ne résiste pas à une humidité particulièrement musclée. Voilà. Or, il a plu, etc. Enfin, ils nous ont fait tout un sketch. Il n'y a rien qui tient debout là-dedans. Je suffis aux gens de se faire une petite recherche sur Internet. En quelques minutes, vous trouvez plein d'articles qui vous montrent toutes les incohérences qu'il y a dans ce dossier. Je veux dire, ils ont échoué avec leur tentative, avec leur attaque chimique à Douma, qui s'avance. Les gars de l'UIAC, ils ont bien trouvé. Les gamins qui ont témoigné, alors ça a été la honte suprême pour toute la fine équipe, là. Ils échouent complètement dans toutes leurs tentatives. Et les Américains ont essayé par tous les moyens à l'OIAC pour que les autres délégations étrangères n'aillent pas assister à la conférence de presse où le gamin et les Syriens venaient... Les trois qui ont bombardé, d'ailleurs, leur délégation et leurs journalistes n'étaient pas là. Hein. C'est magnifique. Par hasard. Hein. Et les journaux, je crois même, c'est britannique ou français qui... je pense que c'est un britannique, oui, qui avait mis que le témoignage du premier garçon, tu sais, qui avait témoigné, ils ont dit oui, un garçon qui est non identifié, pardon, des conneries comme ça, c'est monstrueux. Donc là, leur propagande, elle est en train de se prendre les pieds dans le tapis de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement ubuesque, c'est tellement excessif que ça apparaît évident. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de prouver qu'ils sont en train de nous raconter des salades. C'est d'une évidence totale, quoi. La mauvaise foi est tellement crasse. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2, hein, comme pour Poroshenko qui nous sort qu'il n'aime pas l'argent. Il faut arrêter les conneries 5 minutes. Donc voilà. Donc je pense qu'en fait, ils ont des gros plans sur la comète. Mais en vrai, la comète, elle n'est pas là, quoi. Je veux dire... ça part en boulette. Ça part en boulette. L'armée ukrainienne, elle se délite totalement. Leurs soldats désertent, ouvrent les yeux. Hein, comme là, on a eu 2 prisonniers en 1 mois et demi de temps qui ont été capturés et qui ont fait des déclarations publiques. Je veux dire, ils ont accepté d'être filmés pendant que on les amenait voir les conséquences de leur bombardement et des tirs sur la population civile. Je veux dire, c'est que ces gars-là se rendent quand même de plus en plus compte qu'il y a un problème et qu'ils se battent pas pour les bonnes raisons. Et ça, c'est pas bon pour Kiev, parce qu'ils ont besoin d'une armée aux ordres et pas du tout d'une armée qui va remettre la propagande officielle en cause. Oui, absolument. Donc là, ils sont mal barrés, ils sont très très mal barrés. Donc je pense qu'ils vont avoir le plus grand mal à lancer une offensive généralisée comme ils l'envisagent dans leur plan. Je pense que dans le meilleur des cas, ils arriveront peut-être à lancer une offensive localisée pour provoquer une réponse de notre part, ou se contenter de bombarder massivement les civils de loin, tu vois, parce que ça c'est très courageux, donc forcément là, voilà, ça leur plaît tout ça. C'est moins dangereux pour leur cas, mais je pense que ils font des plans qui sont complètement irréalistes, hein, comme on le voit avec l'implication entre autres des casques bleus. Faut qu'ils arrêtent de fumer la moquette. Je veux dire, la Russie n'approuvera pas la venue de 24 000 casques bleus dans l'ensemble du Donbass. Ah ben là, c'est peine perdue, hein, c'est clair. Hein. Voilà.
Donc pendant ce temps-là, bon, j'ai pas tout mis, mais l'Ukraine continue de gesticuler à propos du Nord Stream 2, essaye de faire pression pour faire sauter le D'ailleurs, le Nord projet. Stream 2, il est visé par des écologistes. Hein, Oui, bon. des écologistes allemands, j'ai vu passer l'information, hein, ça doit être encore des gens financés par Soros, Oui, c'est ce que j'allais ou dire. la NED, ou ce genre de conneries, Oui, oui, Made in absolument. USA, hein. C'est typiquement le genre d'ONG qui est généralement bien piloté C'est depuis ça. ce genre de truc. Je veux dire, faut arrêter, je veux dire, c'est des tuyaux, ça va pas. C'est du C'est gaz pas, naturel, hein, c'est pas du c'est pétrole. puis Hein. surtout, c'est je veux dire, la Russie a l'habitude de poser ce genre de gazoduc. Ils connaissent leur métier. Je veux dire, faut arrêter. Ouais, non, Je veux dire, allez vous occuper de la pêche en haute mer avec raclage des fonds. Oui. Là, ça détruit les fonds marins. Je veux dire, faut arrêter les conneries. Donc voilà, mais il y a des tentatives d'empêcher Nord Stream 2, puisque bon, l'Allemagne finalement a décidé de lancer le truc, et que l'Ukraine là, commence à prendre très peur pour 2019. Ils commencent à se rendre compte que ils vont perdre plusieurs milliards d'euros de taxes de transit, que de l'autre côté, ils vont perdre les tarifs attractifs pour le gaz. Déjà actuellement, ils le payent 310 dollars le millier de mètres cubes, millions de milliers de mètres cubes. Oui. Oh, ils vont être, voilà, ils vont faire du gaz avec la bouse bouse de vache. Hein. C'est 2 fois et demi ou 3 fois le prix qu'ils payaient grâce aux réductions qu'Yanukovych avait négociées avec la Russie. Donc, bon, je te dis, hein, ils utiliseront les bouses de vache pour faire du gaz, hein, puis c'est tout. Voilà. Il ne restera que ça. Hein. Voilà, c'est la situation en Ukraine et ici. Donc bon, les festivités se sont bien passées. On n'a pas eu de graves provocations comme on avait pu avoir l'an passé. Je rappelle que l'an passé, lors du défilé du 9 mai, le défilé de la parade de la victoire, ils avaient bombardé le village de Blizimenoye, là où avait lieu la parade. Quoi. Il y avait eu quand même des véhicules détruits et des gens un peu blessés. Donc là, on n'a pas eu droit à ce genre de truc. Donc déjà, c'était pas mal. C'était la grosse crainte. C'était les attentats terroristes. La sécurité a été énormément renforcée lors des festivités de cette année par rapport à l'année dernière. Donc il y avait quand même une crainte de provocation ou d'attentat pendant ces festivités. Heureusement, il n'y en a pas eu. Donc on ne peut que s'en féliciter. Donc voilà. Donc, on est en mode wait and see. De toute façon, la République continue de se développer, les deux républiques d'ailleurs, de développer leur économie, de développer leur industrie. D'ailleurs, la RPD a présenté le 9 mai une série d'armements. Bon, j'ai pas pu y accéder parce que j'étais en train de filmer toute la parade, etc. Et après, il fallait que j'aille mener donc, cette mission humanitaire avec l'équipe de Nicolas Nurkovic. Donc j'ai pas pu aller voir les armements, mais j'ai vu des reportages dessus. Donc la RPD a présenté des lance-roquettes multiples, des systèmes de missiles, des mortiers, des fusils, pistolets qui sont produits en RPD. Donc la RPD produit maintenant ses propres armes. Donc ça, c'est quand même un énorme pas en avant pour son autonomie militaire. Ah oui, c'est clair. Je rappelle qu'à Lugansk, il y a une usine de munitions, qui avait déjà une usine qui faisait des tubes de mortier, de la réparation de canons aussi, et de chars. Là, on voit que la RPD a carrément développé des armements complexes, c'est-à-dire assez complexes, hein, comme des lance-roquettes multiples, donc de très très gros calibre. Ça ressemble au Smerch. Ah oui. Faut rappeler que ça balance des missiles de pratiquement 800 kg, enfin un peu plus de 800 kg pièce. Hein. C'est ça. Donc ils ont montré des vidéos de démonstration de tir, de ces petits joujoux, des missiles. Donc missiles, roquettes, mortiers, maison. Donc pas besoin de demander de l'armement à la Russie, on le produit nous-mêmes. Avec l'acier qu'on produit ici dans la République. Donc, vous voyez, contrairement à la propagande ukrainienne peut raconter, non, les chars russes n'ont pas besoin de traverser leurs frontières. Ils peuvent se défendre tout seuls. Nous allons conclure là-dessus, je crois.
Voilà. Là, je te souhaite une bonne soirée, puis je te dis à la semaine prochaine pour le 91e Citrep. Très bien. Merci Christelle, à la semaine prochaine, bonne soirée. Au revoir. Soirée.